Si Ibrahim Zigui avait été un membre du RHDP et avait appelé les militants du RHDP à descendre dans les maquis, dans les rues, le 10 septembre, à supposer que c'était le 10 décembre que le Conseil constitutionnel pour montrer aux candidats et à Alassane Ouattara qui sont derrière lui, qui soutiennent sa candidature, est-ce qu'il aurait été interpellé? Répondez sincèrement. Oui, moi, en toute franchise, je dirais non. C'est là que ça devient délicat. Voilà. Moi, je ne cautionne pas en disant que la manière dont M. Zigui a été interpellé est la bonne. Parce que je n'ai pas connaissance du dossier, je ne sais pas. Parce qu'il y a eu des cyberactivistes, RHDP, qui ont dit ici, on va couper les tendons. On a coupé les tendons. On a coupé les têtes. Mais ce monsieur, il est toujours en liberté. On l'a jamais... À Paris. Il a à Paris. Mais ils sont allés le chercher où? Ils sont allés le chercher en Mauritanie. Donc, 2025 là, s'ils ont fait la droite et désobéi, et puis ils ne tiennent pas si mes mots, on va... Parce qu'aujourd'hui, mon parti a près de 117 prisonniers de ce même format, c'est-à-dire le PDCI. Voilà. Le PDCI, il y en a le PPACI. Le PPACI, il y en a 117. Ce sont des prisonniers politiques, des prisonniers d'opinion. Mais le RHDP en a combien en prison? Rien. Dans le cas de Zigui, aucune autorité n'a reconnu, c'est juste des influenceurs du RHDP qui ont rendu public qu'il aurait été interpellé. Après, ça, c'est pas normal. Aucune autorité n'a parlé. Donc, c'est un enlèvement. On ne sait pas. Aujourd'hui, on ne sait pas qui l'a pris chez lui pour le mettre à la maca. C'est ça qui est la réalité de ce qui s'est passé. Mais aucun membre de sa famille n'est allé discuter avec lui. Les membres de sa famille ont fait le tour de la DST, ils ont fait le tour de la préfecture de police, ils ont fait le tour de toutes les autorités. Ils ont tous dit qu'ils ne savaient pas où ils se trouvaient. Donc on ne peut pas parler d'interpellation dans ce contexte, puisque la force publique ne reconnaît pas que c'est elle qui a restreint la liberté. C'est une arrestation arbitraire. Voilà. C'est arbitraire. Bon, on ne sait même pas si c'est une arrestation. Mais comment vous savez que c'est... On ne sait pas. Une arrestation arbitraire, c'est toute privation de liberté hors le cadre légal. Mais qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas ses voisins qui l'ont ligoté pour la mener on ne sait pas aujourd'hui qui l'a fait, en fait. On peut reprocher à ces messieurs d'avoir lancé un appel sauvage, mais on doit aussi reprocher au procureur d'avoir procédé comme il a procédé. Et moi, je dirais que le procureur, il est plus fautif parce que lui, il connaît la loi. En fait, en Côte d'Ivoire, il y a le problème de la parole militante. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que c'est tout cet environnement aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui crée cette situation un peu tendue. Cela montre en réalité qu'en réalité, ce qui se pose en Côte d'Ivoire comme question n'est pas forcément une question juridique ou une question... C'est un vrai problème politique. Et on ne doit pas faire l'économie d'un dialogue politique en Côte d'Ivoire. Voilà, parce que la question qui se pose en Côte d'Ivoire, est-ce que les Ivoiriens ont réellement tiré les leçons de leur passé? C'est-à-dire que on sait bien que la crise que la Côte d'Ivoire a connue en 2010-2011, c'était lié à ce que beaucoup ont considéré comme un problème d'exclusion des autres de la course à l'élection présidentielle du président Ouattara à l'époque. Voilà, c'est-à-dire que il faut, je pense que dans le cas de l'histoire de la Côte d'Ivoire, il faut éviter de refaire l'histoire, parce que exclure encore des candidats aussi importants sur l'échiquier politique national, je pense que ça porte des germes d'une déstabilisation. Monsieur Legault, rapidement. Je voudrais rapidement, mon confrère du RHDP tout à l'heure contestait ce qu'on projette dans les rues. Mais c'est ça le seul droit que nous avons. Hier, quand le RHDP était dans cette même position, elle a fait ce que n'autorisait pas la Constitution. Mais là, vous retombez dans la même mécanique. Voilà, elle a pris des armes. Non, je parle d'hier parce qu'on ne peut pas parler d'aujourd'hui, ça parler d'hier. Nous sommes dans le droit. Et hier, là où ils ont pris les armes. Mais nous, comme nous ne sommes pas formés par les armes, et nous voulons rester dans le droit de notre Constitution, nous disons que, devant le parjure de la présidente du Conseil constitutionnel, nous prévoyons, et c'est ce qui va se faire, nous prévoyons de prendre les rues. Non, on va s'organiser. C'est ça. D'accord. Très bien, c'est important ça. C'est très important. Rester dans la légalité. Déjà, quand on dit, je ne parle pas de on va prendre les partis, je dis on va prendre les rues. Et nous, en tant que démocrates, nous savons comment on prend les rues. Donc c'est ce qui se prépare en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes déjà à plein pied dans une crise préélectorale qui va ouvrir les portes d'une crise électorale.
et qui va après ouvrir la dernière porte de la crise post-électorale. Et ça, c'est inévitable. C'est inévitable. C'est inévitable. C'est inévitable. C'est inévitable. C'est pour ça que je suis en train de dire que la crise électorale va nous conduire à une table ronde pour discuter. Pour que tout le monde... Mais ça, il faut d'abord créer le rapport de force, parce que c'est là où c'est intéressant. C'est pour ça que nous parlons de prendre démocratiquement les rues. C'est quoi l'objectif en prenant les rues? L'objectif, c'est que le processus électoral ayant été biaisé par la présidente du Conseil constitutionnel qui n'a pas dit le droit, nous ne pouvons pas accepter que ceux qui n'ont pas le droit d'être sur la liste soient sur la liste et d'autres personnes soient écartées. Je parle de M. Ouattara qui n'a pas le droit de faire un 4e mandat. Mais donc, nous partirons dans les rues avec un sujet bien clair. S'il vous plaît, Richard, les gens qui ont pris les armes contre les lois de la République ont fait courir un risque plus grave. Est-ce qu'il y a un socle commun sur lequel on peut s'asseoir, commencer à discuter pour qu'on évolue dans la discussion? À partir du moment où on est d'accord dessus, ça ne sert à rien d'invectiver les uns ou les autres, appeler les gens à descendre dans les rues. Si nous avons un socle commun et que nous savons que demain, c'est la politique qui peut régler ça, hormis les interprétations de la Constitution. J'aimerais que si on refait la RLE, on remet le nom des élections sur les différentes parties sur la liste électorale, ça ne suffit pas pour gagner la crédibilité, parce que il faut avoir les hommes avec des volontés vraiment de pouvoir, parce que on a près de 30 000 bureaux de vote. Est-ce que demain, les gens qu'on va mettre dans ces bureaux de vote là, de l'opposition ou un truc, est-ce qu'on est sûr que ces gens-là, la crédibilité, c'est ça. Fait des PV corrects. C'est-à-dire que ce qu'il faut dire, c'est qu'une fois qu'on est tous d'accord que le problème est politique, il faut comprendre qu'en politique, on obtient ce qu'on souhaite, qui est dans le cadre d'un rapport de force. Voilà, c'est à partir du moment où vous avez une décision du Conseil constitutionnel qui manifestement exclut des candidats importants de la scène politique de Côte d'Ivoire, ces candidats-là, pour revenir dans le jeu politique, sont obligés de montrer que ils ont une grande partie ou une certaine partie de la population avec eux. Et pour ça, ils sont obligés de faire des démonstrations de force, nécessairement en faisant appel à leurs militants et donc en descendant dans la rue. Voilà. Et à partir du moment où les descentes dans la rue se font dans le cadre de la loi, ils ont le droit, c'est pour faire, pour faire jouer le rapport de force. Ce que je voulais dire, il faut responsabiliser le dirigeant africain, parce que quand on fait croire autour de cette table que exercer un droit fondamental qui figure dans la Constitution, c'est faire prendre des risques. Non, les manifestations, les marches à main nue ne sont pas létales. C'est celui qui est en face, c'est sa réaction qui devient létale. Sinon, les gens ne font qu'exercer leur droit. Nous sommes une part substantielle de la population. Nous estimons autour de 60% de l'électorat ivoirien qui a été exclu de cette élection-là par un juge constitutionnel qui n'a pas lu la loi. Nous descendons dans la rue. Si demain, le pouvoir voit 4 millions dans la rue, un dirigeant responsable se dit, écoutez, de manière légale, 4 millions de personnes, et c'est pas leur totalité, viennent de manifester leur désaccord sur ce que nous venons de faire. Mais on est d'accord. Ce qu'il faut reconnaître ici, c'est que dans une république, c'est le président de la République qui est le garant de la Constitution. Est-ce que le président lui-même est conscient que sa présence sur la liste électorale est un désordre? Donc c'est lui-même qui ne respecte pas la Constitution. Mais c'est ça. Ça va créer le désordre. Ça, c'est votre interprétation. Non, c'est pas notre interprétation. C'est la lecture de la Constitution à ses articles 55 et 183. Donc lui-même, il est à la base de ce qui va se passer, du désordre qui va se passer. Parce que c'est lui, en tant que garant de la Constitution, qui a accepté que cette Constitution soit violée par le Conseil constitutionnel. Ouattara est le garant. Donc, alors, il ne peut pas prendre une force républicaine pour dire qu'il ne répare une faute, alors que la faute, c'est lui-même. Mais c'est ce qui va se passer, malheureusement. Si ça se fait, il sera l'unique responsable. Ce n'est pas la population. Ouattara sera le seul responsable, parce que Ouattara ne peut pas accepter, malgré qu'il sache qu'il ne peut pas faire plus de 2 mandats, il ne peut pas accepter. Oui, mais monsieur, c'est clair, votre propos est très clair.